Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. En 2015, 10 ans avant l'enregistrement de cet épisode, la COP21 se clôturait à Paris avec un espoir inédit, celui de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en 2025, un collectif de scientifiques affirme que l'objectif de 1,5 degré ne sera pas atteignable. Désormais, dire que le temps presse n'est pas qu'une formule galvaudée. Il y a urgence. Car s'il est trop tard, il n'est pas trop tard. Oui, nous avons raté l'objectif de 1,5 degré, mais nous pouvons encore atteindre 1,51 ou 1,52, car chaque centième compte. Mais pour ça, il faut une volonté commune, des entreprises, de la population et bien sûr des pouvoirs publics. Et une politique environnementale, eh bien ça combine à peu près tous les sujets brûlants. Alors sur le papier, ça ne paraît pas gagné, et pourtant, des solutions existent. Et pour en parler, je reçois une invitée qui a connu le cœur du pouvoir. Bonjour Marine Braud. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce 11e épisode déjà de Comment est votre climat. Donc merci de participer à cette longue liste d'invités maintenant. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes associée fondatrice du cabinet de consulting Alameda, récemment créé, et vous avez une longue carrière derrière vous, qui a commencé alors un peu dans le privé, mais on vous connaît aussi surtout pour des passages en cabinet ministériel, et pas n'importe lesquels, puisque vous avez ensuite passé les portes de Matignon et de l'Élysée, donc on aura l'occasion d'y revenir longuement dans ce podcast. Mais d'abord, avant de parler de cette partie professionnelle, de cette partie politique, j'aimerais qu'on parle de vous. J'ai vu que vous aviez étudié donc, dans une de ces grandes écoles qu'on appelle IEP, donc, celui d'Aix en l'occurrence. Alors ce qui m'intéresse, c'est pas tant forcément ce qu'on étudie en tant qu'étude d'institut politique, mais est-ce qu'on vous a parlé de climat pendant vos études ? Alors honnêtement, je m'en souviens pas. Donc j'aurais tendance à penser que non. Après, pour être très honnête, c'est un sujet auquel j'étais moins sensible à l'époque. Donc, et puis j'étais parfois aussi un peu moins sensible aux cours qu'aux parties un peu plus festives des études. Donc peut-être que j'ai loupé cette partie-là, mais en tout cas je m'en souviens pas. Bon, je ne poserai pas de questions sur la partie festive. Voilà, sur la partie festive. La 6e année, l'équivalent de la 3e mi-temps, voilà. Finalement, pour les études. Vous avez fait un court passage dans le privé avant de partir vers d'autres horizons, l'AFD en l'occurrence, et ensuite des cabinets ministériels. Où est-ce que vous vous êtes senti le plus utile ? Ah, c'est une bonne question. En fait, on est utile un peu partout et un peu nulle part à la fois. Moi, dans tous les postes que j'ai eus, j'ai ressenti une grande frustration de ne pas avoir suffisamment de leviers, suffisamment de manettes, et quel que soit finalement le niveau de responsabilité. Et en plus, je vous avais pas cité, j'ai fait un passage dans les ONG aussi, au milieu de tout ça. Au WWF, et puis aussi dans des ONG locales au Togo. Et on a toujours l'impression de faire un petit bout, mais jamais à la hauteur des enjeux qu'on imagine. Alors vous citez les ONG, j'allais justement vous poser la question de votre grand soir, si vous en avez un, du climat. Alors certaines personnes se sensibilisent petit à petit au fil des années, et puis d'autres se sensibilisent très rapidement. Et je crois que ça a été votre cas à travers une rencontre. Tout à fait. En fait, moi, assez rapidement, vous avez parlé de mon expérience dans le privé. Assez rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas faire ça de ma vie, que je n'étais pas faite pour faire de la com dans des grands groupes du CAC 40. Et j'ai décidé de partir travailler dans des ONG locales au Togo pour faire de la solidarité. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être utile et je veux faire du développement dans des pays en développement. Et pour ce faire, j'ai repris des études à la Sorbonne en coopération internationale, action humanitaire et politique de développement. Des études au cours desquelles j'ai rencontré un certain Pascal Canfin, qui devait nous faire des cours sur les négociations internationales et qui, lui, a décidé pour le coup de nous faire des cours sur le climat. Et là, je me suis dit, non seulement cette personne est quand même très intéressante, mais en plus, c'est un sujet qui est utile et qui, en fait, est très lié à ce que je voulais faire, parce que il y a une grande inégalité du dérèglement climatique qui touche de manière disproportionnée les plus vulnérables, qui en plus sont en général les moins responsables. Et donc je me suis réorientée dans cette direction-là, en fait, dans la continuité de cette volonté de solidarité.
Oui, vous avez rencontré des personnes très importantes du climat. Vous citez Pascal Canfin, Isabelle Autissier aussi, il me semble. J'ai eu la chance de travailler avec Isabelle Autissier quand j'étais au WWF. Une très très grande dame, j'allais dire navigatrice, mais navigatrice, autrice, scientifique, une personnalité très inspirante. Et qui fait du bien au monde du climat. Ce monde du climat, justement, je voulais vous en parler. Parce que quand je vous ai invité, je vous ai écrit un mail et dedans, je parle des gens du climat. Alors, c'est une expression que j'aime bien utiliser, alors qui est volontairement un petit peu provocatrice, parce que je dis souvent qu'on est des gens du climat qui parlent de climat à d'autres gens de climat dans des événements de climat, et que finalement, on est dans notre bulle. Et donc, vous me disiez que vous trouviez ça un petit peu restrictif. Alors, c'est vrai, et d'ailleurs, comme quoi ma provocation, finalement, a plutôt bien marché. Comment est-ce qu'on peut rendre le terme moins restrictif, et comment est-ce qu'on peut sortir de notre bulle ? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a parlé d'environnement. Et puis après, on s'est mis à parler de climat d'un côté, de biodiversité de l'autre et tout. Pour moi, l'environnement, c'est ça. L'environnement, il y a tout dedans. L'environnement, c'est globalement le monde dans lequel on vit. Et ce monde, il est contrôlé par des règles physiques du climat, par la biodiversité qui va amener des services qui vont aider l'humanité à avancer. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien qu'on voit ça comme un tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de climat. Parce que le climat, soyons clairs, ça rentre bien dans un tableur Excel. Le climat, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui produisent une conséquence, donc il faut diminuer ces émissions et ça va générer des impacts. La biodiversité, tout le monde dit « Oh là là, mais c'est beaucoup plus compliqué » parce que, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus divers. Et donc, il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de paramètres. Mais en fait, on ne peut pas traiter l'un si on ne traite pas l'autre. Et je pense que il y a parfois un aveuglement où on ne regarde que le climat qui fait qu'on prend du retard sur d'autres enjeux. Oui, finalement, on reste parfois un peu bloqué sur l'aspect carbone de la chose. Et ensuite, quand on tire la ficelle du climat, on se rend compte que y a beaucoup d'autres choses et ça devient un peu plus complexe que prévu. Est-ce que vous, à titre personnel, vous, Marine Braud, vous avez été victime physiquement ou émotionnellement de conséquences du réchauffement climatique ? Alors physiquement, pas encore, enfin à part les vagues de chaleur qu'on vit tous évidemment. Émotionnellement, c'est assez intéressant parce que je dirais pas que je suis éco-anxieuse, parce que ça fait finalement tellement longtemps que je manipule tous ces sujets-là que finalement ils sont rentrés chez moi et puis en plus je suis dans l'action vis-à-vis de tout ça et c'est l'une des clés pour lutter contre l'éco-anxiété. Mais récemment, j'ai quand même eu droit à la petite information qui m'a fait un peu paniquer, et ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. C'est le rapport de la France à plus 4 degrés de Météo France, qui nous a été présenté par le numéro 2 de Météo France qui est venu, qui nous a montré des graphiques, et notamment des graphiques des canicules en 2100. Et il regarde son graphique, et très innocemment, il dit « Ça, on ne sait pas. Franchement, ces canicules-là, celles que vous voyez là, c'est des monstres. Et en fait, on ne sait pas comment l'homme peut réagir, comment l'environnement peut réagir. Et c'est une information qui, pour une fois, m'a fait un peu paniquer. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, personnellement, je suis pas éco-anxieux, parce que je trouve qu'on a un point commun, les non-éco-anxieux, ceux qui ont la chance, en tout cas, de ne pas l'être, c'est qu'on est plutôt dans l'action. Et c'est une discussion que j'avais avec Jean Jouzel au moment du rapport 1.5 du GIEC, c'est que en fait finalement c'est pas que c'est de pire en pire à 1.5, à 2, etc. C'est qu'entre 1.5 et 2 on sait à peu près à quoi s'attendre, un peu au-dessus de 2 on sait à peu près mais moins à quoi s'attendre, et au-dessus en fait c'est pas qu'on sait que ça va être pire, c'est qu'en fait c'est une incertitude totale, et ce qui fait que c'est encore plus flippant, dirons. Tout à fait. Mais vous voyez, en fait, quand on en parle, vous et moi, on a l'habitude de manipuler ces informations. Donc, en fait, quand on se parle de tipping points, quand on se parle de systèmes qui s'emballent et on ne sait pas ce que ça va devenir, en fait, on a tellement l'habitude de le dire que c'est assez intégré. Moi, de temps en temps, je le vois aussi dans la réaction des gens. Maintenant, je fais très attention quand je parle de ces sujets-là aux gens en face de moi, parce que je vois que parfois, il y a une réaction extrêmement violente, parce que l'information, en fait, elle est dure à recevoir. Et en fonction de comment elle est passée, il y a des gens qui l'apprennent avec beaucoup de difficultés. C'est typiquement ce qui s'est passé pour les membres de la Convention citoyenne pour le climat quand Valérie Masson-Delmotte est venue leur présenter
juste où est-ce qu'on en était et vers où on allait. Et puis Valérie Masson-Delmotte, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui tire vraiment sur la corde sensible. Elle a présenté des informations et il y a eu des moments de panique. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des personnes qui ont fait des attaques de panique à la suite de cette présentation. C'est ce qu'on a depuis appelé la claque Masson-Delmotte et qu'on essaye de renouveler régulièrement quand on essaye de sensibiliser des chefs d'entreprise ou autres. Cette prise de conscience qui, évidemment, doit aller très vite de pair avec des solutions proposées derrière. Et sur l'adaptation, il y a un épisode de Comment est votre climat avec Ilian Moundib, qui a publié un livre et qui est ingénieur en résilience climatique. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter également. Est-ce que, par le prisme de ce réchauffement climatique, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? Alors, comme je la concevais il y a 10 ans, oui, parce que globalement, mon épiphanie climatique a eu lieu il y a 10 ans. Si vous me demandez comme je la concevais avant, non. Je n'imagine pas le même avenir. Typiquement, il y a 10 ans, moi, je voulais des enfants. C'était quelque chose qui était important pour moi. Et aujourd'hui, j'en veux plus. J'en veux plus notamment parce que je ne veux pas porter la responsabilité de mettre sur cette planète quelqu'un qui va avoir à vivre avec le climat que moi, je vois advenir. Et j'espère vraiment, mon plus grand espoir, c'est de mourir en me disant que j'ai eu tort et qu'en fait, j'aurais pu le faire et que j'aurais dû le faire. Mais aujourd'hui, c'est typiquement quelque chose qui a changé chez moi, cette volonté de ne plus avoir d'enfants. Alors, cette question des enfants est extrêmement intéressante. Bon, alors déjà, de un, chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. Oui, clairement, ça c'est mon point de vue juste pour moi. Mais je respecte totalement les gens qui en font et qui ont beaucoup plus foi en l'avenir que moi. Oui, non, mais tous les choix sont vraiment très, très respectables. Mais sur cette question des enfants, ce qui m'intéresse... Alors moi, honnêtement, j'ai pas de réponse de ce côté-là. Mais est-ce que finalement, c'est pas des gens en fait, qui sont acculturés, qui connaissent et qui sont engagés comme vous, finalement, qui derrière doivent éduquer, enfin vos enfants, ou les enfants en général, je veux dire dans les écoles maternelles, primaires, etc., justement, aller transmettre la connaissance et finalement créer et acculturer une nouvelle génération d'enfants qui derrière pourront se battre, alors tant bien que mal, pour sauver la planète. Ah mais ça, il faut le faire. Et puis, je ne veux pas rentrer entièrement dans ma vie personnelle, mais je suis très impliquée dans mes neveux et nièces, et c'est très pratique. Vous les travaillez encore. Plus, exactement. Et puis, c'est des enfants avec lesquels on ne partage que les aspects positifs, donc c'est quand même sublime. Mais oui, l'éducation est centrale. Après, moi, je dis toujours qu'il faut faire extrêmement attention, parce que pendant très longtemps, j'ai entendu... c'est la génération d'après qui gérera, regarde, ils commencent déjà à être éduqués. On a commencé à me dire ça sur ma génération. Et moi, je répondais à chaque fois, ouais d'accord, mais le temps qu'on arrive aux manettes, ce sera déjà trop tard. Donc en fait, on ne peut pas se contenter exclusivement de l'éducation. Je pense qu'il faut absolument le faire, parce qu'en plus, quand on éduque les enfants, globalement, on s'adresse aussi à toute la famille. Parce qu'en général, un enfant, quand il rentre chez lui, il va quand même un peu aller embêter papa et maman sur les différents modes de vie qu'ils ont. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas voir ça comme la seule solution. J'ai l'impression que ça réduit les gens qui pensent que c'est la génération d'après qui gérera. J'ai l'impression qu'on est de moins en moins là-dedans. Mais c'est toujours le petit truc auquel il faut faire attention quand on parle d'éducation. Oui, il y a quand même une avance. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai dit sauver la planète. La planète s'en remettra très bien. Exactement. Voilà, c'est l'homme qui aura beaucoup de mal à s'en remettre. Mais rassurez-vous, Gabriel Attal, dans son discours d'investiture, a aussi parlé de sauver la planète. Et c'est l'une des choses que je lui ai reproché au moment de son discours d'investiture, de se dire, ça n'est pas un sujet de planète, c'est un sujet d'humanité. Je vais commencer la deuxième partie de cette émission. Donc, je vais parler plutôt de votre aspect professionnel. Donc, vous avez conseillé... Alors, je pourrais citer tous et toutes les ministres que vous avez conseillés, mais il faudrait un deuxième podcast juste pour les citer. Donc, je vais donc surtout dire que vous avez conseillé donc, des ministres de l'écologie, notamment Barbara Pompili. Et je la cite parce que j'ai eu la chance de la connaître et que ce que je vous disais avant l'émission, je regarde un souvenir admiratif. Et vous avez conseillé surtout deux personnalités que tous les Français connaissent. Elisabeth Borne. Alors, avant qu'elle soit Première ministre et pendant qu'elle était Première ministre, et aussi Emmanuel Macron pendant plus d'1 an. Alors, quand on voit conseillère du président de la République et de la Première ministre, on imagine quelqu'un qui est à côté dans les petits papiers en train de lui chuchoter des choses à l'oreille, mais c'est quelque chose de très secret. Concrètement, comment est-ce qu'on conseille des gens aussi importants ? Alors,
déjà, on n'est pas en permanence à côté parce qu'on est 60 dans un cabinet primo-ministériel ou au cabinet du président de la République, donc on n'est pas en permanence les uns à côté des autres. En fait, le job de conseiller de ministre en général, c'est globalement de voir venir les sujets pour prévenir son autorité. C'est de l'aider à définir sa stratégie, ce qu'il a envie de porter, de l'aider à le porter, de mobiliser les acteurs autour. Et puis c'est aussi un peu de se battre avec les autres ministères pour réussir à faire avancer la transition écologique, parce que on porte tous le même maillot, mais on n'est pas toujours dans la même équipe quand on travaille pour un gouvernement. Et pour le coup, du côté de Matignon, le rôle, c'est d'arbitrer entre ces différentes tendances entre les différents ministères. Et là, c'était spécial en plus, puisque moi, j'ai rejoint Elisabeth Borne. Donc, c'est elle qui m'a fait venir d'abord dans cet univers-là. Quand elle était ministre de l'écologie, elle m'a fait venir pour l'aider à avoir un lien avec les ONG, puisqu'elle savait que moi, je venais de ce monde-là, que je les connaissais, et qu'elle avait envie de comprendre ce que les ONG avaient envie de porter. Et honnêtement, après le vote de la loi climat résilience, moi j'avais décidé d'arrêter les cabinets ministériels. Alors il ne faut jamais dire jamais, je n'avais pas dit jamais, mais en fait pour une raison simple qui est que moi travailler 70 heures par semaine, c'est pas ma came, que j'aime bien avoir une vie, j'aime bien voir mes amis, ma famille, donc je voulais arrêter les cabinets ministériels. Et quand Elisabeth Borne est nommée à Matignon, pour la première fois dans l'histoire de la République en charge de la planification écologique, qu'elle crée le secrétariat général à la planification écologique que je poussais depuis plusieurs mois. Je me suis dit, là vraiment, si j'y retourne pas, je crache dans la soupe. Et donc j'ai voulu aller démarrer cette aventure avec Antoine Pellion, avec elle, pour essayer de créer la planification écologique à la française et de nous lancer sur la bonne trajectoire. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, Antoine Pellion donc, n'est plus à la planification écologique. Son successeur doit être très bientôt nommé. Il a été nommé cette semaine. Cette semaine, ouais. Il a été nommé. Alors, quand Antoine Pellion est parti, bon, il est resté discret, hein, il n'y a pas eu de ni craché dans la soupe, ni trop de positif. Et est-ce que c'est un succès, cette planification écologique ? Il y a eu beaucoup de COP régionales. Moi, je le vis en tant qu'élu local. Encore la semaine dernière, j'étais à la préfecture pour une COP départementale sur l'adaptation. J'ai trouvé ça hyper concret, très bien fait, c'était hyper intéressant. Plein de villes de bords politiques différents en plus se mettaient autour de la table. Vous, comment vous l'avez vécu au niveau de l'État ? Alors, on a créé quelque chose qui est inédit. Avoir comme ça le sujet de la transition écologique qui est porté au niveau du Premier ministre pour justement passer au-delà. Je vous disais, on porte tous le même maillot mais on n'est pas toujours dans la même équipe. Là, c'était mettre la transition écologique au niveau de l'arbitre. Donc on arrête de se dire peut-être que c'est un peu plus ça, un peu plus ci. En fait, on va tous dans cette direction-là. Les seules choses dont on peut discuter, c'est les modalités. Comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on accompagne, mais on arrête de débattre de l'objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi en créant ce secrétariat général à la planification écologique. Après, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, ça reste très attaché à la personnalité qui est à la tête de Matignon. Quand on a une première ministre comme Elisabeth Borne qui est fondamentalement convaincue sur ces sujets, qui a envie d'avancer, qui a envie de construire des choses sans brutalité, mais qui a vraiment envie d'y aller, on réussit à avancer. Quand on a derrière des premiers ministres successifs qui s'y intéressent beaucoup moins, voire pas du tout, ou qui sont totalement pris dans plein d'autres considérations. Je pense à Michel Barnier, qui pour le coup est quand même assez sensible à ces sujets, mais honnêtement, il a eu d'autres choses à faire pendant quelques mois qu'il a passé à Matignon. En fait, la planification écologique s'arrête. Et là, on voit tous les reculs successifs et autres. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la promesse initiale de la planification écologique, et c'est pour ça que le MEDEF applaudit dès demain au moment où on annonce la planification écologique, c'est on se donne un cap et on arrête d'en changer en permanence. C'est ça la promesse de la planification écologique. Et là, en fait, ce qu'on a fait, alors déjà, on se parlait tout à l'heure de climat d'un côté, autres enjeux. Moi, mon petit cœur de biodiversité trouve qu'on a fait un peu trop de décarbonation sur la planification écologique et qu'on a un peu moins bien traité les autres enjeux. Mais surtout, tout ce qui a été arbitré sous Elisabeth Borne, on est en train de revenir progressivement dessus. Et donc vraiment, cette promesse de continuité et de se dire, au moins, on sait tous où on va. Et quand je dis on sait tous où on va, ça veut dire que je suis un ménage, je sais que dans les prochaines années, il va falloir que je fasse ça. Je suis une entreprise, je sais que progressivement, il va falloir que j'aille dans cette direction. Dès que vous changez les règles tous les 4 matins, typiquement, ma prime rénov qui s'arrête pendant quelques mois,
j'avais prévu de rénover ma maison, oula, j'ai peut-être plus d'aide, du coup je vais pas prévoir mes travaux, je vais attendre que ça revienne, mais en fait peut-être que les règles seront plus favorables l'année d'après, donc je vais attendre encore un peu, et puis finalement entre-temps j'ai dépensé l'argent que je voulais mettre là-dedans. Et donc c'est ça en fait, la politique de stop and go comme on dit, c'est ça qu'elle amène, c'est cette instabilité pour tous les acteurs économiques qui ne peuvent pas faire leur transition. Vous parlez de donc, tout ce qui a été fait. Il y a eu des reculs. Je vais vous en parler des reculs, notamment un en particulier, la fameuse zone à faible émission, dont on a beaucoup entendu parler récemment. Alors, si on met toute considération politique de côté, on ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 8 ans avec Emmanuel Macron. Ce serait factuellement faux. Il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, etc. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Quels sont les principaux obstacles? Quand je vois par exemple la Convention citoyenne pour le climat, où finalement le président de la République avait dit qu'il allait reprendre sans condition. Sans filtre. Sans filtre, pardon. Soyons clairs sur les mots. Sans filtre, excusez-moi, les 149 propositions. Alors je crois qu'il en avait mis 3 de côté, donc on était passé à 146 propositions. Bon, finalement, voilà. Début 2022, discours de Belfort pour la relance du nucléaire. Finalement, pourquoi 2022, pas avant, etc. Alors des choses ont été faites, mais on a l'impression que parfois l'histoire est faite de rendez-vous manqués. Quels ont été les obstacles? Est-ce qu'il y a d'un côté le court-termisme, on va dire financier, côté Bercy, et de l'autre côté la planification, et c'est un manque d'équilibre ou alors un manque d'acculturation, je ne sais pas. Alors, il y a clairement, c'est ce que McCartney a appelé la tragédie des horizons. Oui. Et ça, on est en plein dedans quand on travaille pour un élu qui, lui, sa réélection, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans au plus tard après. Et donc, forcément, quand on lui dit, là, cet investissement, il produira des résultats dans 10 ans, dans 15 ans, et où je te parle de 2050, en fait, ça n'existe pas dans un horizon politique. Donc, on a déjà ce premier problème qui effectivement fait que quand on parle transition à long terme, mais qu'on se parle aussi dette à court terme, on va privilégier la dette à court terme et donc on ne va pas investir. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire. Là, on recule sur tous les budgets qu'on avait mis sur la planification écologique parce qu'on veut gérer le problème de la dette. Ce qui est finalement totalement absurde comme calcul parce que on sait qu'1 euro investi aujourd'hui, par exemple, dans l'adaptation, ça permet d'en économiser 8 ou 9 plus tard. Donc, en fait, ça permet de faire des économies à l'État. Mais sauf que c'est l'État, pas des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est l'État des gens qui seront au pouvoir après demain. Donc, autant dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils s'en préoccupent peu. Quand le président de la République a annoncé les RER métropolitains dans un certain nombre d'agglomérations en France, c'est finalement une annonce qui est extrêmement courageuse parce que les RER métropolitains, ils n'ouvriront pas sous son quinquennat, ils n'ouvriront même pas sous les mandatures des maires actuels, ils ouvriront après. Donc pour qu'un maire, pour qu'un élu accepte de lancer quelque chose que potentiellement même son adversaire politique finira par inaugurer des années plus tard, il faut avoir une vision aussi qui va au-delà de son propre ego, si je puis me permettre. Et il y a toujours un petit problème des égos politiques, il y a un problème de toutes les crises qu'on se prend les unes après les autres et qu'on essaye de régler, et la crise climatique, de la biodiversité ont l'air beaucoup plus lointaines. Donc cette tragédie des horizons, elle est au cœur de la politique, elle est au cœur de plein d'autres choses, elle est au cœur des décisions des entreprises aussi et autres. On est effectivement en général assez court-termiste. Et c'est pas forcément très grave, je veux dire, c'est assez naturel. Après, il faut apprendre à le dépasser. Et puis après, il y a un sujet aussi d'acceptabilité. Typiquement, on parlait des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Au moment où ils ont rendu leurs propositions, les membres de la Convention citoyenne ont été appelés à se prononcer sur le fait d'envoyer ou non leurs propositions au référendum. Ils ont choisi de ne pas les envoyer au référendum. Et ils ont choisi de ne pas les envoyer au référendum parce qu'ils ont dit « Nous, on a été formés, donc on sait que ces propositions sont nécessaires. Les Français ne comprendraient pas. » Et donc, les Français ne comprendraient pas. Et là, ils en appellent au courage politique. Sauf que le courage politique, il a ses limites. En fait, il faut avoir un certain seuil, il faut atteindre un certain seuil de soutien pour réussir à imposer des choses. Et ce seuil, il n'est pas à 50%. Quand François Mitterrand abolit la peine de mort, c'est pas 50% des Français qui sont pour l'abolition. Mais il a atteint le seuil où c'est bon, ça va passer et progressivement, on va avoir une évolution des mentalités. Et sur leurs propositions, je pense qu'il y a beaucoup des propositions où on n'avait pas atteint ce seuil-là et où en fait le politique ne peut pas
purement et simplement imposée. On le voit, on va pas en parler après, mais on le voit sur les zones à faible émission. Si on a une proposition qui est mal acceptée, après il y a plein de raisons pour lesquelles elles sont mal acceptées et on peut en parler, on ne peut pas la faire. Donc il y a évidemment du court-termisme, mais il y a aussi le fait qu'il faut on reste dans une démocratie, et dans une démocratie, on ne peut pas faire des choses que le peuple refuse en grande majorité. Alors, vous me parlez du long terme, du court terme, vous me parlez de la ZFE, alors ce sera ma prochaine question, je vais vous en parler. Quel suspense. Êtes-vous pour ou contre? Alors là, les auditeurs se demandent encore. Mais cette ZFE, elle concerne... Alors, on entend 10-12 millions d'automobilistes. Vous avez prouvé, on va en parler, qu'en fait, c'est beaucoup moins. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 40 millions de personnes qui ont un véhicule et qui peuvent se dire, tôt ou tard, demain, oh là là, je ne pourrais plus monter dans ma voiture. Ce qui avait été reproché pendant la Convention citoyenne pour le climat, c'est que certaines mesures, finalement, touchaient finalement à assez peu de monde. Je pense notamment à l'interdiction des vols intérieurs lorsqu'il y a une alternative ferroviaire de moins de 4 heures. Ça a été raboté à 2h30. Ce qui fait que finalement, en plus, quand on prend, on prend pas Nantes-Paris ni Bordeaux-Paris, on prend Roissy. Donc finalement, il y a toujours des lignes intérieures. Enfin, c'est tarabiscoté. Et finalement, il n'y a aucune ligne qui a été interdite. Finalement, c'est ça qui a été mal compris. Et ça, c'est vraiment un manque de courage politique ? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a probablement des mesures où on aurait pu, voire dû aller plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures sur lesquelles on aurait pu ne pas faire la mesure sans filtre, pour revenir sur l'expression du président, mais que ça ne nous empêchait pas de respecter l'esprit de ce que les citoyens cherchaient à dire, et je pense qu'on a un peu loupé ce rendez-vous-là. Moi, j'aurais beaucoup aimé que pendant l'élaboration des mesures, les membres de la Convention citoyenne puissent rencontrer l'administration et qu'il y ait un échange qui se fasse, qui aurait été utile à la fois aux membres de la Convention parce que ça leur aurait amené beaucoup d'informations utiles pour élaborer leurs propositions, mais aussi pour l'administration, pour se confronter un peu au réel des gens qui ont à faire les mesures qu'ils vont mettre en place. Je donne un exemple parce que je le trouve très emblématique. Quand les membres de la Convention citoyenne proposent un guichet d'accompagnement à la rénovation, moi, mon administration me répond « ça existe déjà ». Et je leur dis « mais vous vous doutez bien que des gens qui ont travaillé sur ce sujet pendant plusieurs week-ends d'affilée et qui n'ont pas identifié votre guichet, c'est un problème. Donc en fait, peut-être que la réponse, c'est pas « il faut un guichet » parce qu'effectivement, il existe. Par contre, posez-vous des questions. C'est que votre guichet, il n'est pas adapté si les membres qui travaillent dessus ne l'ont pas identifié. Et donc, c'est cet échange-là que j'aurais aimé pouvoir créer et qu'on n'a pas pu faire sur tout. Après, on a fait une loi climat-résilience à la fin qui fait 305 articles. Quelques-uns qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, mais 305 articles au final. Dans ces 305 articles, il y en a quelques-uns qui sont très tranchants, qui sont très impactants. C'est notamment le zéro artificialisation nette, c'est l'interdiction de location des passoires thermiques, c'est les zones à faible émission. Quand on sort la loi climat-résilience, on nous dit vous avez trahi la Convention citoyenne, vous avez trahi leurs propositions, tout ça c'est dilué, ça n'aura aucun impact, etc. Aujourd'hui, les 3 mesures que je viens de vous mentionner, c'est 3 mesures sur lesquelles on a énormément de difficultés. Donc ça montre aussi le fait que peut-être qu'il y a eu un peu de dilution, peut-être qu'elle était nécessaire sur certaines mesures, encore une fois, probablement pas toutes, et en fait, on n'a aussi pas réussi l'implémentation pour réussir à les rendre acceptables. Et ça, c'est l'une des grandes leçons que moi je tire aussi de la Convention, c'est comment est-ce qu'on rend acceptables des propositions qui ne le sont pas. Je persiste à penser qu'une bonne partie des propositions qui étaient mises sur la table n'étaient pas suffisamment acceptables à ce moment-là par les Français. Et encore une fois, les membres de la Convention l'ont voté tel quel. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les rend acceptables dans l'avenir ? Et ça, on ne le travaille pas suffisamment. Alors, l'une de ces mesures, c'est justement la ZFE, la zone à faible émission. Donc, pour donner un petit peu de contexte, donc cette zone à faible émission... Donc, vous pouvez acheter une vignette critère sur votre véhicule. On ne l'achète pas, la vignette critère. On la commande. Vous la commandez. Si vous la payez, c'est que ce n'est pas le bon site. Elle n'est pas payante à 2€ et quelques. Ça doit être les frais d'envoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Non, mais je le dis parce qu'il y a des margoulins, comme toutes choses, qui ont créé des sites pour vendre des vignettes critères. Et donc ça, il ne faut pas. Ouais. C'est un peu comme les tickets de métro à la sauvette. Il ne faut pas. Vous avez été victime de votre succès.
Donc cette fameuse zone à faible émission, donc on regarde le véhicule qui vient, est-ce qu'il a une vignette critère 5, 4, 3, 2, 1 ou vignette verte pour les véhicules électriques, et donc ces vignettes correspondent à l'année de fabrication du véhicule. Et donc les zones à faible émission ont été créées pour petit à petit donc réduire la pollution de l'air, ça c'est l'objectif principal, via l'interdiction de circulation. Alors je vais revenir, il y a des exceptions quand même sur les horaires, sur le type de véhicule, etc. Dans 4 grandes métropoles à la fin. Donc c'était Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. À la base, il y en avait plus et ça a été réduit à 4. Et au début, alors c'était la partie facile, entre guillemets, c'était le gras, c'était les critères 5, puis 4. Et non classés. Les plus... Et non classés. Celles qui sont encore plus vieilles, ouais. Et donc petit à petit, on arrive, donc une fois qu'on a fini le gras, on arrive dans le muscle, et là c'est les critères 3, et ensuite un peu plus tard 2, évidemment. Et donc c'est là qu'une gronde, finalement, une colère, alors on n'est pas encore au niveau des gilets jaunes, mais ça pourrait arriver. Alexandre Jardin promet des gilets jaunes. Nous verrons bien si Alexandre Jardin a raison. Alors déjà, cette zone à faible émission, donc là, c'est extrêmement louable, mais alors ça a créé un débat complètement dingue. Donc là, ces derniers mois. Alors au début, c'était... Alors, dans ma mairie, j'en entends parler depuis longtemps, parce que évidemment, c'est toujours sur les élus locaux que ça finit par tomber, de toute façon. Et sauf que critère 5, critère 4, c'était un sujet entre nous. Critère 3, ça commence à devenir un vrai sujet de société. Et donc, vous êtes monté au créneau, finalement, sur ce sujet-là, parce que finalement, on ne parle pas du sujet de la bonne manière, finalement. Vous avez d'un côté Alexandre Jardin qui a créé un mouvement qui s'appelle les gueux, voilà, donc pour parler des classes populaires qui sont victimes de ça. Qui seraient victimes, ouais. Qui seraient victimes. Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, enfin... Une frange de la population assez habituelle, finalement, qu'on retrouve dans ce genre de combat. Mais parce que eux, ils défendent donc une mesure qu'ils appellent antisociale. Donc j'aimerais avoir votre point de vue. Donc cette zone à faible émission, déjà rappeler le premier objectif, c'est baisser la pollution de l'air. 48 000 morts par an en France, des conséquences de la pollution de l'air. Alors objectivement, s'il y a autant de personnes qui le critiquent, c'est que la mesure n'était pas parfaite. Comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre ? Et surtout, j'ai oublié de dire un élément très important, c'est que récemment, les ZFE ont été supprimés par un vote donc, à l'Assemblée nationale. Donc 2 questions. Comment est-ce qu'on aurait pu la rendre plus perfectible ? Est-ce que finalement, on n'a pas choisi un peu la facilité en la supprimant purement et simplement ? Alors la première chose, c'est que les zones à faible émission sont un dispositif un peu complexe parce que justement on donne la main aux collectivités pour gérer les interdictions de circulation sur leur territoire en fonction de la spécificité de leur territoire. Et quand je parle des spécificités de leur territoire, c'est à la fois les spécificités en termes de pollution de l'air. Donc tous les territoires n'ont pas les mêmes origines de pollution de l'air, donc n'ont pas nécessairement besoin des mêmes outils. Et puis après, c'est aussi en termes de qui sont les gens qui viennent chez eux, quelles sont les restrictions qu'ils peuvent mettre en place, les libertés, les horaires, vous en parliez. Donc ça, c'est pour ça que d'une ville à l'autre, ça peut être très différent. Vous parliez de 4 agglomérations. En réalité, c'est 2 agglomérations qui, en France, sont obligées de mettre en place une ZFE qui restreint jusqu'au critère 3 pour des questions de dépassement de seuil de qualité de l'air. Donc aujourd'hui en France, il y a 2 agglomérations qui ont une qualité de l'air qui est trop mauvaise depuis plusieurs années et qui donc sont obligées de mettre en place une ZFE. Une ZFE en interdiction critère 3, c'est Paris et Lyon. Grenoble et Montpellier, c'est justement sur ce critère de la meilleure solution pour mon territoire, c'est d'interdire les critères 3, et donc eux le font sur une base volontaire, j'ai envie de dire. Alors je parle encore au présent, effectivement, on pourrait peut-être en parler au passé, étant donné le vote à l'Assemblée, mais on va voir ce qui se passe encore dans les prochaines étapes. Mais donc le premier sujet, c'est que c'est un dispositif complexe, et qu'un dispositif complexe, il nécessite beaucoup de pédagogie. Et donc il nécessite d'en parler. Sauf que la voiture, c'est un sujet explosif pour les Français, que les Français, comme dirait l'autre, aiment leur bagnole, et qu'on a toujours un petit peu peur quand il s'agit de restreindre des circulations automobiles. Donc, finalement, on a voté la loi, et puis après, on a surtout fait le moins de bruit possible, le temps que ça arrive, en se disant, on espère que ça pètera pas. Je pense que c'est la pire chose à faire.
Je pense qu'on sait que c'est une politique qui peut être impopulaire, on sait que c'est une politique qui peut creuser les inégalités, et sur ce point-là, je rejoins ce que dit Alexandre Jardin et ce que disent d'autres. Bah oui, c'est assez factuel que les ménages les plus modestes sont souvent ceux qui ont les véhicules les plus anciens et qui n'ont pas les moyens d'en changer, et ça c'est vrai. Mais justement, en fait, il aurait fallu qu'on en parle beaucoup, beaucoup plus, qu'on identifie beaucoup plus les gens qui avaient besoin de changer de véhicule et qui n'en étaient pas capables pour pouvoir les accompagner. Parce que c'est ça la politique publique, et c'est ça dont on a besoin en tout cas pour faire une bonne politique publique, c'est d'identifier à l'avance quels sont les risques qui vont peser sur les uns et les autres pour être en capacité d'y répondre. Et si on n'est pas en capacité d'y répondre, il faut se donner du temps. Il faut se donner la capacité de modifier un petit peu sa politique. Et typiquement, sur les zones à faible émission, quand on vote la loi climat et résilience en 2021, dans lesquelles on impose du coup cette restriction progressive des véhicules jusqu'au critère 3 dans les agglomérations en dépassement de seuil de qualité de l'air, on parie que ça va être un signal pour accélérer le renouvellement du parc. Donc ça va être un signal pour faire en sorte que progressivement, on ait de moins en moins de critères 3 et que du coup, on ait de moins en moins de personnes dans la passe. Il se trouve que dans les faits, c'est l'inverse qui se passe. Pas du tout lié aux ZFE, c'est lié à la conjoncture économique, c'est lié à énormément de choses, mais il se trouve que le renouvellement du parc se ralentit dans les années qui suivent. Donc à la fin, on a beaucoup de critères 3 dans les agglomérations qui ont vocation à avoir une ZFE qui les interdit. Donc à ce moment-là, moi je pense que la bonne politique, c'est de dire, en fait, les conditions sur lesquelles on basait notre interdiction ne se sont pas produites, donc il faut qu'on recule un peu. Et comme vous dites, supprimer est une mauvaise idée. Parce que là, c'est vraiment jeter bébé avec l'eau du bain, c'est faire un doigt d'honneur aux 48 000 personnes qui meurent chaque année prématurément à cause de la qualité de l'air, à cause de la mauvaise qualité de l'air. Et donc, on aurait dû se poser la question de comment est-ce qu'on l'améliore, comment est-ce qu'on réduit éventuellement les zones, comment est-ce qu'on réduit les personnes concernées, comment est-ce qu'on augmente les dérogations pour ne laisser le moins de personnes dans l'impasse. Après, c'est une politique qui a vocation à accélérer le renouvellement du parc. Donc, c'est une politique qui a vocation à faire en sorte que les gens n'aient plus des vieux véhicules critère 5, critère 4, critère 3. Mais effectivement, il faudrait qu'on les accompagne plus. Et je pense que typiquement, on n'a pas mis suffisamment non plus de moyens et de subventions. Quand on met en place une politique qui est hyper restrictive, il faut qu'on ait les subventions en face. Vous avez dit quelque chose qui me touche personnellement, c'est sur la pédagogie et sur le débat. Alors, pour une histoire personnelle, donc au début de mon mandat de conseiller municipal, j'avais dû débattre sur la ZFE. Donc moi, j'étais pour la ZFE. J'avais débattu dans un débat plus ou moins biaisé face à quelqu'un d'autre qui était contre la ZFE. Et en fait, alors là, on va dire c'est comme ça qu'on apprend. Finalement, je me suis rendu compte que contre la ZFE, les arguments, sont extrêmement percutants en très peu de phrases. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler du populisme finalement. Et sauf que moi, de mon côté, pour prouver le contraire, il me fallait un moment. Sauf que quand vous êtes dans un débat à 40 personnes, s'il y en a un qui envoie 2-3 arguments percutants, derrière, en fait, vous pouvez partir, vous avez perdu le débat. Et je dois dire que j'ai travaillé sur le sujet pour essayer de dire, mais non, justement, il faut continuer à se battre pour la ZFE. Certes, elle n'est pas parfaite, mais il y a un moment, il faut y aller. Et donc, moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est que, déjà, on me dit qu'on incite les gens à changer de véhicule, donc en fait, on va envoyer des véhicules à la casse qui roulent encore. Donc finalement, on va accélérer un petit peu la pollution, et un peu beaucoup. Et derrière, alors ce qu'on me dit, alors là c'est presque un argument climato-sceptique, que derrière on met des véhicules électriques, et que les véhicules électriques c'est encore plus polluant que les véhicules thermiques. Mais bon, celui-là je l'ai entendu. Ce qui est faux. Hein. Oui, alors il faut qu'on le dise à chaque fois. Un véhicule électrique émet sur sa durée de vie deux fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. Voilà, c'est toujours bon à redire. Et ce que j'entends aussi, c'est que les aides ne suivent pas. Oui. En fait, il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui disent, voilà, j'ai un critère 3, j'ai aucun problème à acheter un véhicule électrique, je trouve ça très bien. Souvent, d'ailleurs, c'est des parents qui sont pas forcément intéressés par le carbone ou le changement climatique, mais vraiment par des questions de santé publique et de pollution de l'air, qui ont des enfants et qui se disent, le pot d'échappement, il arrive dans la tête de mon fils, quoi. Sauf qu'ils ont pas les aides. Est-ce que finalement, l'angle mort finalement de cette mesure, c'était les aides pour les plus précaires ? Alors, je suis pas sûre que ça a été totalement un angle mort, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides. Elles sont suffisantes ? Je pense pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les aides n'étaient pas suffisantes. Je pense qu'elles n'étaient pas suffisamment poussées.
Moi, j'ai beaucoup plaidé pour qu'on fasse ce qu'on appelle du aller vers, c'est-à-dire vraiment aller vers les personnes qui vont être concernées et ne pas attendre que ce soit elles qui viennent. Donc, envoyer des courriers à toutes les personnes qui disposaient d'un véhicule critère 5 en leur disant savez-vous que votre véhicule, enfin critère 5, 4, ça dépend de la ZFE en question, savez-vous que votre véhicule va être concerné par les restrictions liées aux zones à faible émission, voilà les aides auxquelles vous avez droit. Et en fait, on a besoin de ce sujet de pédagogie. On vit encore beaucoup dans un univers, et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de bouger, mais où on pense que c'est aux gens de venir demander les aides. Et donc ça veut dire qu'il faut, si on se parle des sujets environnementaux, il faut que chacun chez soi se pose déjà la question de « Ok, quels sont les gestes qu'il faut que je puisse faire ?» Et une fois que j'ai identifié le geste que j'ai envie de faire, là, après, il va falloir que j'identifie où est-ce que je peux trouver des aides. Et alors, les aides au changement de véhicule, c'était typique. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet. C'était l'un des dossiers que j'avais... alors, pas les aides au véhicule dans son ensemble, mais les zones à faible émission. C'est l'un des dossiers que je suivais à Matignon. Je suis incapable de vous dire quelles étaient les aides qu'on avait. Quelles étaient les aides de l'État, jusqu'à combien elles se montaient, quelles étaient les aides des collectivités, etc. Je ne sais pas vous le dire. Et j'étais au cœur du dossier. Donc j'imagine bien que Madame Michu, comme on dit souvent, qui veut changer de véhicule, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette au niveau des personnes qui vont avoir à faire leur transition, parce que sinon on crée les conditions du rejet de ce qu'on est en train de créer. Et en fait, vous parliez de 40 millions d'automobilistes et autres. 40 millions d'automobilistes, dès le début, ils ont hurlé pour dire la ZFE, ça va être un outil antisocial, ça va empêcher les gens de rouler, etc. Ils ont ils ont fait une prophétie autoréalisatrice. Moi, j'aurais adoré que 40 millions d'automobilistes viennent dans mon bureau et me disent Ok, on a compris, la qualité de l'air, c'est un vrai sujet, il faut accélérer le renouvellement du parc, ça va être un peu dur, mais on va mettre notre outil de communication pour vous aider, pour pousser les bons arguments auprès des bonnes personnes, et puis dans l'autre sens, on va vous faire remonter les cas aussi pour que vous adaptiez vos aides. Et ça aurait été constructif, et ça nous aurait permis à tous de sortir par le haut de cette affaire. Au final, effectivement, on se retrouve avec des associations qui poussent un discours qui, en fait, devient réalité parce qu'ils le poussent aussi, évidemment qu'il y a une réalité derrière, mais il génère aussi une réalité. Tout ça est un petit peu auto-généré aussi. Et à la fin, elle ne nous aide pas à réduire la mortalité liée à la pollution de l'air. Et aujourd'hui, les ZFE ont disparu. Alors, ce n'est pas les seuls. Il y a aujourd'hui des élus qui prônent la disparition de la ASAN, zéro artificialisation nette. Les agences de l'État aussi, certaines sont sur la sellette. On en parlait dans le dernier épisode de Comment est votre climat avec Christine Lavarde, donc qui s'occupe de ces dossiers-là au Sénat. Comment vous interprétez ce qu'on appelle dans un très mauvais français, parce que c'est de l'anglais, le backlash écologique. Il n'est pas que français, il est même mondial. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en France, alors parfois on a cette réputation de petit village gaulois quand même sur certaines choses, on essaye de résister. Sur l'écologie, on n'a pas toujours été mauvais, mais là, il se trouve qu'il y a des reculs. Comment est-ce qu'il y a, déjà, à partir de quand vous le datez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est une frange idéologique, peut-être des extrêmes, surtout de l'extrême droite, qui est contre ça et qui surfe dessus? Peut-être parce qu'il y a des échéances électorales qui approchent? Tout à fait. En fait, pourquoi? Alors moi, j'assume totalement que j'ai l'impression qu'on est dans une phase de recul sur les sujets écologiques. Et pour moi, c'est très simple, c'est que pendant très longtemps, comme M. Jourdain, on a fait de l'écologie sans le dire. Donc, on se parlait des zones à faible émission juste avant. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord pour traiter les sujets de pollution de l'air? D'abord, on a forcer tous les constructeurs automobiles à réduire les émissions de leurs véhicules. C'est pour ça qu'on a des critères différents. En fait, si on a des vignettes critères différentes en fonction des années, c'est parce que c'est les années d'entrée en vigueur de nouvelles réglementations de diminution des émissions des véhicules, des émissions de polluants. Donc on a commencé par faire ça. On a imposé des diminutions de polluants aux industries. On l'a imposé aux bateaux de croisière ou autres. On a fait beaucoup de choses qui ne touchaient pas le citoyen. Sauf que, à la fin, il reste quand même une petite part qui est liée à des usages particuliers, qui est liée, on se parlait de la voiture, mais qui est aussi liée au feu de bois, à la jolie flambée de feu de bois qui cause aussi beaucoup de pollution de l'air. Et en fait, à un moment, une fois qu'on a traité, j'ai envie de dire, tous les problèmes qui pouvaient se traiter sans avoir à bouger les gens,
on arrive dans quelque chose qui va forcément impacter leur quotidien, qui va forcément impacter leur mode de vie, qui va forcément impacter leur mode de consommation. Et en fait, pendant longtemps, on a eu une espèce d'aveuglement et entretenu par notamment les populistes aujourd'hui, qui donne l'impression qu'on va réussir à faire la transition écologique sans rien changer. On vivra exactement de la même façon, on fera exactement la même chose et tout ira bien, madame la marquise. Et c'est pas vrai. En fait, on ment aux Français quand on dit ça. Le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. On ne vivra pas de la même façon, on ne consommera pas de la même façon. Ce sera probablement un monde où on consommera un peu, voire beaucoup moins, un monde où on se déplacera un peu moins vite. On en a besoin. Et en fait, c'est juste une question des limites de notre planète. On n'a pas le choix, ça va arriver. Et je pense que, effectivement, aujourd'hui, ce que je viens de dire, notre vie sera différente, ça crée des tensions. Et c'est normal. En fait, quand on dit à quelqu'un, tu sais pas trop te projeter dans l'avenir parce qu'en fait, la vie que tu imagines aujourd'hui, ce sera pas la même dans 10 ou dans 15 ans, c'est angoissant. Il y a des gens que ça excite, il y a des gens qui sont ravis d'y aller, et il y a des gens qui se disent, moi c'est déjà bien, voire, la vie que tu me proposes, elle est pire que celle d'aujourd'hui, donc j'ai pas envie d'y aller. Donc ça crée des angoisses, ça crée des doutes, ça crée des colères. Et aujourd'hui, on a toute une partie de la classe politique, des populistes, mais la droite court après l'extrême droite, le bloc central court après la droite. Globalement, on n'est quand même pas dans un moment où notre classe politique est la plus glorieuse. Mais les populistes en particulier génèrent et accentuent toutes ces peurs et ces colères qui sont profondément légitimes, parce que derrière, ça leur permet évidemment d'en tirer des fruits électoraux. Et donc eux, ils utilisent des arguments populistes, soi-disant sociaux, mais l'écologie, comme je dis toujours, l'écologie n'a jamais été punitive, c'est le réchauffement climatique qui l'est, et donc pour ça, il faut des mesures sociales. On dit souvent que l'écologie sans le social, c'est du jardinage. Ah, j'aime bien cette expression, je vais la garder. Cadeau. Elle est pas de moi, hein, donc cadeau de cadeau. Elle est libre de droit. Allez, on va dire ça. Et justement, alors vous, hasard du calendrier, en parlant de mesures sociales, il se trouve que le matin de l'enregistrement de ce podcast, donc j'apprends ça par un post LinkedIn pour Terra Nova, donc vous publiez une note, une proposition, donc, qui est la création d'une sécu verte. J'encourage tout le monde à aller la lire. J'ai appris ça 1 heure avant l'enregistrement du podcast. Oui, je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité. Longue, ouais. Oui, voilà, j'avais commencé à lire. Je me suis dit, mais c'est très très bon. Donc, alors, une sécu verte, alors, déjà, ça a le mérite d'interpeller. Tout de suite, on a envie de voir de quoi il s'agit. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consisterait de créer une sécu verte ? En fait, c'est vraiment la continuité de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'illusion que la transition écologique, ça sera quelque chose qui se fera sans grand changement, qui se fera sans qu'on voit la différence, ou qu'on pourra s'en passer parce qu'au final, ça va, c'est punitif et on a toujours fait sans, donc on saura faire sans après. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Et pour sortir de ça, il faut aussi envoyer des signaux pour dire aux gens, c'est un truc qui est là pour rester. Et c'est un truc qui va être là longtemps. Mais c'est un truc qui va être là longtemps, et en tant qu'État protecteur, je suis là pour vous protéger. Et je suis là pour vous protéger à 2 aspects. Je suis là pour vous protéger contre les impacts environnementaux qui sont en train de se produire et qui vont s'aggraver. Les impacts du changement climatique, les impacts de l'érosion de la biodiversité, tous les sujets de santé dont on a parlé, notamment à travers les ZFE, mais pas que. On peut penser aux pesticides, aux PFAS, aux perturbateurs endocriniens, enfin, n'en jetez plus. Donc d'un côté, ça protège. L'idée, c'est de protéger les Français face à ces impacts-là, parce qu'aujourd'hui, au final, on a assez peu de moyens pour les aider. Il y a le système assurantiel pour les sujets climatiques, il y a un petit peu la sécurité sociale sur les sujets sanitaires, mais en plus on n'est pas très bon en général dans la prévention. Mais de l'autre côté, il faut aussi protéger les Français contre les chocs de la transition. Et exactement, l'exemple des ZFE est typique. Les politiques écologiques peuvent aggraver des inégalités, elles peuvent aggraver des fractures. Elles peuvent le faire si ces politiques ne sont pas suffisamment expliquées, ne sont pas suffisamment accompagnées, ne sont pas suffisamment subventionnées. Moi, encore une fois, je suis une grande partisane de dire que quand on a une politique qui est très restrictive, il faut mettre des vrais moyens en face. C'est la seule façon de faire et c'est la seule façon d'y arriver. Et cette sécu, en fait, elle part de l'ambition de la sécurité sociale. Les pères fondateurs de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Ils voulaient libérer les travailleurs de la hantise des lendemains. C'est une citation de Pierre Laroque, l'un des pères de la sécurité sociale.
Et en fait, si on tire ce fil-là, c'est quoi aujourd'hui la hantise des lendemains ? La hantise des lendemains, c'est ce que je viens de vous dire. C'est les canicules dont je parlais au début du podcast. C'est est-ce que ma maison, elle va encore tenir debout avec le retrait gonflement d'argile ? C'est est-ce que cette transition, elle va venir détruire tout mon mode de vie ? C'est tout ça, les hantises du lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un service public qui vienne assurer les Français, dans la durée, un service public pérenne, stable, qui leur donne de la confiance en l'avenir. Et qui, en gros, leur dit... Je vous garantis pas que ça va être facile, mais je vous garantis que je serai là pour vous aider. Et dans votre proposition, vous parlez d'une carte vitale verte qui permettrait donc d'aller vers des achats responsables. Alors le problème, c'est toujours la même chose, c'est la mise en place. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Déjà, adoptons l'idée. Oui. Et puis après, il y a une flopée de personnes dans l'administration qui sont totalement en capacité de penser ce genre de choses. Mais l'idée, c'est à la fois que la transition écologique devienne quelque chose du quotidien. Donc c'est la matérialiser aussi dans un objet qu'on emporte en permanence dans son portefeuille. Et c'est faciliter tout ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà voulu rénover une maison, mais je vous souhaite bon courage. Ma prime rénov, et c'est une erreur de l'arrêter, mais reste quand même aujourd'hui extrêmement compliquée et administrative, ça limite le recours de certaines personnes. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on facilite au maximum le parcours utilisateur des Français. Et ça, c'est un truc que l'État n'est pas encore très doué là-dedans. Et il a quand même beaucoup de mal à faire de l'expérience utilisateur, comme on dit dans l'univers privé, qui est de se dire, en fait, si je me mets à la place de la personne qui va avoir à utiliser mon outil, comment est-ce que lui va l'utiliser, comment est-ce qu'il va faire très concrètement, et du coup je design mon outil de manière à ce que ça lui soit utile et facile. Et je pense que avoir cette carte là qui permet, en fait, peut-être que c'est du prépaiement, peut-être pas, mais au moins en fait je passe ma carte comme ma carte vitale chez le médecin auprès de mon artisan certifié RGE qui a fait mes travaux, plutôt que de remplir des liasses et des liasses de papier. Ça pourra beaucoup aider. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas qu'il n'y a pas une complexité à mettre en œuvre, mais je pense que l'État doit internaliser la complexité si on veut que les Français puissent massivement faire leur transition écologique. Ah mais rien n'est facile, la sécurité sociale. Je me souviens même à l'époque du prélèvement à la source pour les impôts, jusqu'à 24 heures avant, on ne savait pas si ça allait être possible techniquement ou pas. Bon, finalement, l'État a réussi, donc comme quoi tout est possible. L'État est magique. Oui. J'ai une dernière question avant la dernière partie, la partie sucrée de l'émission. C'est plus sur la communication vis-à-vis du climat. Deuxième hasard du calendrier. Ce matin, un groupe de scientifiques, alors français en l'occurrence, a dit haut et fort que l'objectif d'1,5 degré était mort. Voilà, on ne pourra pas y arriver. Alors, quand on côtoie un peu la communauté scientifique de manière informelle, ils le disent depuis longtemps. Ouais. Là, cette fois, ils le disent dans les médias, voilà, de manière très officielle. Ce ne sera pas possible de rester en dessous du seuil de 1,5 degré. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'objectif d'après, c'est 2. L'objectif, c'est 1,51, etc. L'objectif, c'est chaque dixième, chaque centième de degré compte. Exactement. Et justement, j'allais vous parler de cette communication. Est-ce qu'il fallait le dire que 1,5 degré c'est mort ? Parce que, alors, il y a des climato-sceptiques, eux, on ne pourra pas aller les chercher. Il y a les convaincus, comme vous et moi, enfin moi en tout cas, je me questionne un peu en voyant l'article ce matin. Et puis entre les deux, il y a des gens à qui on dit de faire des efforts depuis 10, 15, 20 ans et on leur dit c'est mort, mais il faut continuer. Alors, c'est le risque que j'appelle de manière très polie le foutu pour foutu. Ce fameux je suis en plein régime, mais en même temps je viens de m'avaler un pain au chocolat, donc tant pis, je vais en prendre un deuxième puis un troisième parce que foutu pour foutu. Donc on a ce risque-là sur ce type de communication, de se dire on a passé 1,5, donc tant pis, on peut y aller. Je pense malgré tout qu'il est limité, parce que je pense qu'on martèle et à minima chez les décideurs que moi je côtoie, les décideurs politiques, les décideurs économiques, ils savent très bien que effectivement chaque centième, chaque dixième de degré compte, que 1,5 est dépassé, peut-être qu'on dépassera les 2 degrés, en tout cas pour le moment la trajectoire est encore largement au-dessus des 2 degrés, mais que dans tous les cas il faut qu'on fasse le maximum pour rester le plus bas possible. Mais est-ce qu'il fallait le dire ou pas ? Je pense que c'est surtout un sujet de
qu'est-ce que c'est qu'être scientifique du climat aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est de savoir les perspectives qui se dessinent, les perspectives d'avenir assez calamiteux sur certains, en particulier sur certaines géographies, et d'avoir l'impression qu'en face, c'est pas du tout à la hauteur. Et je peux comprendre qu'on a aussi besoin de tirer des sonnettes d'alarme parfois, en disant, voilà, vous vous étiez engagé à rester sous 2 degrés en tirant au maximum vers 1,5, vous avez déjà loupé votre objectif et on n'est qu'en 2025. Et je pense que c'est naturel aussi d'avoir besoin de l'exprimer. Je pense pas que ça ait un impact extrêmement fort en termes de foutu pour foutu, comme je disais comme expression. Et je pense que c'est bien de le dire. Enfin, ouais, on va pas assez vite. Voilà. C'est factuel, on va pas assez vite, on dépasse et il faut accélérer. Dans un moment où on n'est clairement pas en train de prendre la direction de l'accélération, je pense que c'est bien de le dire. Accélération du changement climatique, en tout cas, voilà. ça on y va. Dernière partie de l'émission, Marine Brault, la partie sucrée. Donc, soit vous l'avez lu dans mon mail, soit vous avez écouté les épisodes précédents et vous savez à peu près où je veux en venir. Donc, je pose toujours les 2 mêmes questions à mes invités. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi pourriez-vous vous passer ? Et j'insiste sur le fait qu'il y a quelque chose auquel vous tenez. Et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer. Et donc, moi, ma réponse à la 2e question, c'est une part de flanc, voilà, ce qui représente 75 kilos de CO2 quand même dans mon bilan annuel. Oui, j'ai calculé l'empreinte carbone du part de flanc au gramme près, ça fait 447 grammes par part, tout de même. Et donc, comme d'habitude, j'apporte une petite part de flanc à mes invités. Donc, je vous l'offre. Merci. Alors, il se trouve que, en toute transparence pour nos auditeurs, il est l'heure du déjeuner. Tout à fait. Donc, avant l'heure du déjeuner. Voilà. Donc, je ne le prendrai absolument pas mal si vous le mangez plus tard. Et donc, je vous laisse répondre à mes 2 questions. Eh bien, écoutez, comme une bonne politique, je ne vais pas répondre tout à fait à votre question. Pour la simple et bonne raison que moi, je suis jamais dans les extrêmes. Donc, en fait, je ne considère pas qu'il faille se passer absolument de quelque chose et je ne considère pas qu'il y a des choses dont je ne pourrais absolument jamais me passer. Il y a beaucoup de choses que j'ai énormément réduites. J'ai énormément réduit ma consommation de viande, mais je n'ai pas totalement arrêté parce que honnêtement, un bon burger une fois de temps en temps, j'en suis ravie. J'ai énormément réduit ma consommation de vêtements neufs, mais une fois de temps en temps, une belle pièce qui va durer longtemps, je suis ravie de l'acheter. Et j'ai aussi énormément réduit mes vols en avion. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui pèse au quotidien. Beaucoup. Sans vouloir raconter ma vie, mon père habite aux Açores. Il se trouve que les Açores, c'est une île au milieu de l'Atlantique. Et donc, plusieurs fois d'affilée, et ma famille m'en parle encore, j'ai refusé de partir en vacances en famille parce que je ne voulais pas prendre l'avion pour partir en vacances. Il se trouve que cette année, je le fais parce que plusieurs années d'affilée, je m'en suis passée. Et cette année, j'y vais, mais du coup, je fais en sorte que ça serve à quelque chose. Donc, j'y passe un mois plein et je n'y retournerai pas l'année prochaine. Donc, voilà, j'ai ce sujet, mais je vais revenir sur la métaphore des viennoiseries qu'on s'avale comme ça, sur la métaphore du régime. Si vous faites un régime, le pire truc que vous puissiez faire, c'est d'arrêter totalement quelque chose que vous aimez bien, parce qu'en fait, le jour où vous craquez dans tous les sens. Vous êtes frustré, vous repartez d'un coup. Exactement. La meilleure façon de faire un régime, c'est de prendre de tout, mais un petit peu moins, voire beaucoup moins. Et du coup, c'est ça que j'applique aussi, moi, sur mes sujets environnementaux. Récemment, j'étais à l'UNOC à Nice, sur donc les océans, et donc j'ai pris une nouvelle résolution qui est de ne plus acheter dans la mesure du possible que des vêtements en coton, puisque les vêtements en polyester et autres génèrent des microplastiques au lavage qui vont ensuite dans les océans. Donc voilà, on se prend de nouvelles résolutions tous les jours. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai plus jamais de vêtements en polyester, parce que parfois ils sont quand même vachement bien. Et puis en plus, comme j'achète souvent en seconde main, on ne connaît pas toujours la matière. Mais typiquement, ça fait partie de mes nouvelles résolutions. On peut même aller encore plus loin et passer au lin. Après, on peut passer au lin. Coton bio, lin, mais effectivement, fibre naturelle, je suis d'accord.
Donc une bonne résolution après votre passage à la COP des océans, Exactement. Donc, à Nice. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marine Brault, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce 11e épisode déjà de Comment est votre climat. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Comment est votre climat. Pendant l'enregistrement, vous l'avez entendu, je n'avais plus en tête l'auteur de la citation « L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage ». Eh bien, il s'agit de Chico Mendes, un syndicaliste brésilien, maire de sa commune et pionnier de l'écologie. Il s'est battu toute sa vie pour préserver la forêt amazonienne et les travailleurs ruraux. Son combat s'est malheureusement arrêté en 1988 lorsqu'il fut assassiné par des tueurs à gages missionnés par un riche propriétaire. Sous la menace, il vivait sous protection en vain. En tout cas, nous reparlerons de lui dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté celui-ci et comme d'habitude, pour soutenir l'émission, vous pouvez la partager, en parler autour de vous et vous abonner sur les plateformes de streaming. C'est bientôt l'été, mais pas encore. Je vous retrouve donc dans 2 semaines.